Salut à tous, c'est Simon, le cofondateur et CPO de Skrill. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 learnings en 5 minutes. Comme chaque mois, on vous fait un condensé du dernier épisode de Product Backstage. Ce mois-ci, on allait rencontrer Pauline, qui est VP Product chez 360 Learning. Avec Pauline, on a parlé OKR, qui est un sujet qui amène souvent beaucoup de questions dans les équipes produits. On a d'abord vu comment s'approprier les OKR quand on est nouveau dans une entreprise, quand et comment écrire ces OKR dans une équipe produit. On a aussi vu comment le CPO et le CTO collaborent sur l'écriture et le suivi des OKR. Et enfin, on s'est intéressé aux raisons du succès des OKR dans une entreprise comme 360 Learning et Pauline nous a partagé ses meilleurs conseils pour que cette méthode soit bien adoptée chez vous. C'est parti. Moi, ce que je fais, c'est que je lui demande pas tout de suite d'écrire ses OKR quand il vient d'arriver. Je lui donne des OKR déjà écrits par son prédécesseur, par son coach, par quelqu'un d'autre, pour qu'il puisse se l'approprier en 2 temps, 3 temps, disons. D'abord, tu fais la formation. Ensuite, tu suis des OKR qu'on a écrits pour toi pendant un trimestre. Et comme ça, quand tu vas devoir les écrire toi-même, à la fin de ce trimestre-là, tu auras déjà les armes. Il y aura un taux de succès, on va dire, sur ta première écriture d'OKR qui sera plus important. On a testé aussi de dire, bah voilà, tu arrives, tu comprends le produit et puis tu écris tes propres OKR une fois que tu as fini ton onboarding. C'est très dur. Souvent, en fait, on perd du temps et puis ça déstabilise beaucoup aussi les nouveaux arrivants. C'est plus simple, en fait, pour tout le monde de te mettre sur les rails et que tu t'appropries ensuite le train, quoi. Plutôt que de dire, bah, trouve les rails et puis après trouve un train. Donc la phase d'écriture des OKR, elle commence toujours dans le mois qui précède le nouveau trimestre. Donc là, par exemple, pour écrire les OKR du 2e trimestre, on va commencer courant mars, le plus tôt possible au mois de mars. Moi, je vais communiquer pour dire, bon, bah ça y est, il faut commencer à réfléchir à ce qu'on va faire au prochain trimestre. On voit le 5 mars, j'ai communiqué sur une première version, sur laquelle d'ailleurs ils peuvent me challenger, parce que, encore une fois, c'est un outil pour dialoguer. Et donc, on est le 5 mars, et tu as déjà proposé une première trame. Dans ton rôle, le sujet des OKR du prochain trimestre, il a démarré dès février, en fait, finalement, quoi. Ouais, bon, début mars, fin février, disons que je commence à y réfléchir fin février. C'est pas parce qu'on les écrit tous les trimestres qu'à la fin d'un trimestre, on sait pas du tout ce qu'on a envie de faire après. Si, en fait, on sait. Et là, il s'agit surtout de formaliser les objectifs, formaliser des résultats concrets. Mais notre stratégie, elle n'est pas réinventée chaque trimestre. Ok. Ça ressemble à quoi, ce document-là, cette proposition que tu leur fais? Alors, ça ressemble à quelque chose comme ça. En fait, ce sur quoi il faut se concentrer ici, c'est cette partie-là, où je leur dis, bon, bah voilà, nous, on se met ce trimestre 4 objectifs différents dans l'équipe produit. Voilà les résultats que j'ai envie de voir et qui, parmi vous, sont les propriétaires de ces résultats-là. Avant qu'on rentre là-dedans, tu évoques le CTO, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. À quel point ce draft, peut-être que tu proposais au départ, tu le coécris avec lui? Parce que si ça concerne le boulot des squads, dans les squads, il y a des développeurs. Est-ce que du coup, il y a un travail en commun ou c'est plus de la synchro et lui en fait d'autres de son côté? Comment ça marche? Ils ont des OKR en plus, côté engineering. Il y a aussi des équipes côté engineering qui ne sont pas du tout en squad. Et par exemple, l'équipe sécurité, l'équipe DevOps qui ont leur propre méthodologie OKR qui est très similaire à la nôtre, mais voilà, ils ne vont pas se baser sur ce que moi j'ai écrit forcément. On n'a pas un process très établi. En fonction des sujets, là aussi, on a quand même un canal de communication régulier tout au long de l'année. On sait qu'il y a des sujets importants qui arrivent côté produit, côté engineering, et chacun en déduit des choses à proposer à ses équipes. Lui, il est également notifié, comme moi, par les squads pour aller challenger les OKR. Et il a de la marge de manœuvre pour faire ça, parce que quand je mets des OKR à l'échelle de l'équipe produit, je sais que les squads, elles ne vont pas faire que des choses qui sont dans les OKR de l'équipe produit. Les OKR de l'équipe produit, c'est les choses les plus importantes à l'échelle de tout le produit et ce sur quoi moi je vais me concentrer particulièrement ce trimestre-là. Il faut que tout ce que je mets dedans, ça se retrouve dans les OKR des squads. Il y a une implication, mais il n'y a pas bijection. Franchement, je ne vois pas un seul objectif tech dont on parle chez 360 en tout cas, qu'on ne soit pas capable de relier à un objectif business. Qui serait que tech. Parce qu'il y a plein de boîtes qui ont essayé de les adopter, chez qui ça n'a pas bien marché, ou tu vois, c'est un peu douloureux, où les gens ne voient pas toujours la valeur. D'après toi, qu'est-ce qui fait que ça a l'air de rouler chez vous? Déjà, on a formé tout le monde là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un socle commun de compréhension de ce que c'est. Après, les formations, ça ne démontre pas la valeur. Mais bon, c'est déjà un premier élément, je pense, qui est important. Le management est convaincu et pour le management, c'est très important. Au sein de l'équipe produit, je pense que ça apporte vraiment beaucoup. Ça fait
je pense, 4 ans qu'on a mis en place les OKR chez 360. Bon, la première année, franchement, c'était nul. Ce qu'on faisait, on se rendait compte que les objectifs étaient à côté de la plaque, qu'en fait, on délivrait pas, qu'on savait pas, on avait mis des key results qui en fait n'étaient pas mesurables. Donc il y a aussi, je pense, il faut gagner en expertise. C'est pour ça, nous, on a dû l'apprendre et ça a mis très longtemps. Okay. Je pense aussi que, donc ça, c'est peut-être ça notre secret sauce du coup. Je pense aussi que les OKR, c'est notre secret sauce pour plein d'autres choses et comment on fonctionne. Je considère vraiment que c'est des contrats qu'on se signe les uns avec les autres. Les OKR, après, on peut ne pas atteindre des trucs et c'est fine. Ça fait partie du contrat aussi. Ça fait partie du contrat de se dire, on s'est dit ça au début et puis là, on se rend compte qu'on n'y arrive pas et c'est dommage, qu'est-ce qui se passe, on se justifie, on explique. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on délivre correctement le produit. C'est quoi tes conseils du coup, basés sur cette expérience un peu pour soit une start-up qui serait en train de déployer la méthode ou une équipe produit dans laquelle tu vois, ça marcherait pas hyper bien? C'est quoi les conseils importants qu'on pourrait retenir de votre expérience ici? Moi, je crois beaucoup au concept de lead by example. Tu peux le faire dans une entreprise de plusieurs façons différentes. Tu peux te dire, je pense que cette équipe-là, je la sens bien pour commencer à mettre en place les OKR parce que c'est déjà des gens qui sont à l'aise avec les process, qui savent bien définir des objectifs, qui savent bien mesurer le succès. Tu peux identifier une équipe ou tu peux identifier un manager qui a ces compétences-là et qui va augmenter les probabilités de succès de cette initiative. Ensuite, si le management n'y croit pas à ce truc-là et que le management ne va pas aller poser des questions à ses équipes sur où est-ce que tu en es sur les OKR, ça ne marchera pas. Ça sert à rien d'essayer de les mettre en place si en fait les personnes qui doivent contrôler et challenger les équipes sur les résultats des OKR ne sont pas convaincus. Mon conseil, c'est quand même de passer du temps à les établir d'abord à l'échelle de l'entreprise et ensuite de les descendre petit à petit dans les équipe par équipe éventuellement. Voilà, c'était 5 learnings en 5 minutes avec Pauline de 360 Learning. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder l'interview en entier, je vous mets le lien juste en description. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et la partager autour de vous. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Product Backstage où on ira rencontrer Guillaume chez Doctolib. À très vite!